Ok, donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il est 20h30 et merci à toutes et à tous d'être là pour cette seconde masterclass Épaule au top. Donc la première, c'était sur la physiopathologie des tendinopathies de l'épaule. Et là, on va parler des traitements des tendinopathies de l'épaule. Alors ce soir, on n'est pas uniquement Geoffroy Nourissa et moi à vous parler. On a deux invités. Le premier invité qui va prendre la parole en premier, c'est le docteur Ludovic Schneider, qui est un médecin du sport qui exerce à Nancy. Et je remercie beaucoup d'être là, qui a une vision très transversale entre la médecine et la kinésithérapie. Donc j'espère que son topo va vous intéresser. En tous les cas, moi, il m'a beaucoup intéressé. Il va nous parler de la remise en contrainte des tendinopathies de l'épaule, les tendinopathies non rompues. Et on aura également le docteur Benjamin Berthéas, qui est médecin de médecine physique et de rééducation, qui exerce à Paris et qui, lui, parlera de la place des infiltrations, des triturations, de tout ce que vous imaginez dans les pathologies de l'épaule et dans les pathologies tendineuses de l'épaule. Et puis Geoffroy Nourissa parlera de la place de la chirurgie. Est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie dans les tendinopathies de la coiffe? Est-ce que le confit sous-acromial, ça existe toujours, oui ou non? Est-ce que l'acromioplastie, c'est nécessaire ou pas? Comme on a tendance toujours à faire des effets de balancier avec on fait tout d'un coup et puis après on dit non, il ne faut plus du tout rien faire. Est-ce qu'il y a véritablement plus de place pour l'acromioplastie? Non, il nous en dira un mot. La place de la chirurgie aussi également dans les tendinopathies calcifiantes. Et puis moi, je vous ferai un petit focus après le docteur Ludovic Schneider sur le traitement des tendinopathies calcifiantes, justement. Voilà, donc je suis content que vous soyez tous là. Vous allez venir au fur et à mesure. Voilà, on va atteindre bientôt les 1000 connexions. Je vous laisse en présence de Ludovic Schneider et qui va nous parler de la remise en contrainte des tendinopathies non rompues. Ludovic, c'est Merci. à toi. Merci. Bonsoir tout le monde. Du coup, ce soir, pour parler un peu de la remise en contrainte de l'épaule, avant même de commencer, je voulais juste rappeler deux, trois petites choses. Principalement, si vous êtes amené à voir des gens, de toujours avoir en tête de bien rechercher les drapeaux rouges au niveau de l'épaule et de vous assurer que ce soit bien une douleur d'épaule et pas autre chose. Du coup, au niveau des drapeaux rouges, il y a un petit encadré qui vous rappellera principalement éliminer tout ce qui est cancer avec les déformations, tuméfaction, tout ce qui est choses comme ça. Vous en occupez pas, radressez au médecin. C'est pas forcément pour vous, mais sachez que voilà, ça peut exister. On peut vous envoyer une épaule en vous disant voilà, c'est une tendinopathie. Ayez toujours en tête que remettez toujours le diagnostic, même du médecin. Même moi, quand j'envoie un kiné, si le kiné il m'appelle et qu'il me dit je ne le sens pas, je revois le patient, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est infectieux, rougeur, douleur, chaleur, gonflement, renvoyer. Tout ce qui est suspicion, justement, de luxation, s'il y a eu un trauma, si vous avez quelque chose, une forme qui n'est pas normale, une rupture massive de coiffe, ou si vous avez un déficit moteur, des déficits sensitifs, quelque chose qui ne correspond pas au tableau clinique pour lequel on vous l'a adressé, n'hésitez pas, ou alors même juste à appeler le médecin et en discuter. Généralement, les médecins, je sais que moi, s'il y a un kiné qui m'appelle, je réponds toujours, il n'y a aucun souci. Il vaut mieux en discuter et avoir une bonne prise en charge plutôt que de vouloir absolument traiter quelque chose qui n'est pas du ressort de la kiné. Ce soir, on va principalement parler de la remise en contrainte des tendinopathies et du coup, bien savoir que voilà, si votre patient il arrive avec une douleur d'épaule, mais que dès que vous lui bougez un peu la tête, que vous refaites le mouvement, il n'a plus de douleur, à ce moment-là, on est plus sur quelque chose de cervical. Prenez-le en compte. Ne faites pas que du travail de renfort sur de l'épaule s'il y a autre chose. Si c'est une instabilité ou autre, il ne faut pas hésiter à remettre le diagnostic du médecin en question. J'avais mis la diapo là principalement pour vous dire, voilà, on ne parlera pas de l'acromioclaviculaire, on ne parlera pas des luxations, on parlera vraiment que des tendinopathies qu'on rencontre principalement chez les personnes de 35 à 75 ans. Avant 35 ans, ce n'est pas que c'est impossible, c'est plus rare, ça existe, mais voilà, sachez que là, on va se concentrer sur une toute petite partie des douleurs que vous pouvez rencontrer au cabinet. Et ça ne veut pas passer. Du coup, quand vous avez un patient, vous allez avoir différents objectifs. Généralement, la première chose dont le patient se plaint dans le cadre de sa tendinopathie, c'est qu'il a mal. Donc, il va falloir gérer justement la douleur.
On va vouloir aussi, il peut avoir des amplitudes restreintes, donc faites attention au niveau de la mobilité, même sur une tendinopathie au niveau de l'épaule, on peut avoir des diminutions articulaires sur de la douleur par exemple ou autre. Ayez bien en tête que éliminer une capsulite au cas où, mais une tendinopathie, vous pouvez avoir des restrictions. On veut améliorer aussi le contrôle neuromoteur, j'en reparlerai un petit peu plus loin dans le diaporama. Et généralement, il peut y avoir une perte de force, donc il va falloir également la prendre en charge. Donc vous, en tant que kiné, vous allez vouloir cibler tout ça, mais il y a aussi ce que le patient il attend de vous. C'est-à-dire que si c'est pour juste avoir une diminution de douleur, mais qu'il n'a pas forcément besoin de force, si c'est quelqu'un de sédentaire, ce n'est pas parce que vous pensez qu'il doit absolument récupérer de la force qu'il va falloir vous concentrer là-dessus. Et ayez bien en tête qu'il va falloir écouter votre patient et que c'est un travail d'équipe. Si jamais vous allez contre les croyances du patient, généralement, vous allez avoir des soucis dans la rééducation. Ça ne va pas forcément aller comme vous voulez. Et surtout, essayez de vous renseigner, essayez de vous former régulièrement. Il y a ce que nos croyances à nous, les choses évoluent. Elles évoluent assez vite, surtout en kiné. Il y a des recherches qui nous disent ce qui est bien aujourd'hui, ce qui est moins bien, ce qui n'est pas prouvé, ce qui est prouvé. Donc justement, le but, ça va être un petit peu de voir actuellement qu'est-ce qu'on sait pour remettre un peu en contrainte et réadapter un petit peu nos épaules. Donc tout ce qui est mobilité là-dessus, beaucoup de choses à faire. Au niveau de la force aussi. Contrôle neuromoteur, on va en discuter comme je disais tout à l'heure. Un peu plus compliqué de le tester, un peu plus compliqué justement de savoir si on est bien ou pas. Mais voilà, tout ça et la stabilité de l'épaule, tout ça, ça va jouer. Et vous avez après d'autres choses, les facteurs psychosociaux, quelqu'un qui n'est pas bien dans son boulot, tout ça, ça va jouer d'autres maladies qu'il faudra avoir en tête pour penser, voilà, ma prise en charge ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Il faut aussi parler un petit peu de ça. Du coup, on va juste essayer de faire un peu le différentiel entre l'épaule et les membres inférieurs. Souvent, dans les membres inférieurs, il y a pas mal d'études, beaucoup d'études qui ont évolué avec le temps. Au début, sur un tendon d'Achille, on disait, voilà, le protocole de Stanich, on fait des étirements, on fait de l'excentrique, étirement, glaçage. Ça marchait bien, on était content. Puis on s'est aperçu que finalement, il y avait peut-être d'autres choses à faire. On est passé avec de l'excentrique pur, on a mis du HSR, donc beaucoup de charges et sur de la résistance. On a vu par exemple aussi que sur les tendons rotuliens, l'isométrique marchait bien sur de l'antalgie. Actuellement, on fait un peu un mix de tout ça. Selon la phase, on va dire, bah, voilà, on fait un peu d'isométrique au début, s'il est douloureux, on recharge progressivement, on va mettre de l'excentrique, on va insérer un peu de concentrique, puis de la plio, en sachant que ce n'est pas des phases qui sont forcément séparées. Vous pouvez très bien mettre un peu d'excentrique, concentrique et rajouter un petit peu de pliométrie, alors que vous n'avez pas fini votre phase. On n'est pas sur quelque chose qui est vraiment séparé. C'est vraiment une prise en charge qui est fondue et au fur et à mesure de l'amélioration du patient, on commence à recharger, à augmenter un petit peu la contrainte qu'on met sur les tendons, les articulations. Et du coup, sur l'épaule, justement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on est obligé de mettre des charges lourdes? Combien de séries, combien de répétitions il faut faire? Combien de fois par semaine? On va demander au patient de faire ces exercices. Est-ce qu'on doit lui demander de forcer un petit peu? No pain, no gain. Si ça fait pas mal, ça ne marchera pas, il faut y aller. Ou est-ce qu'on peut y aller de façon plus légère? Est-ce qu'il faut faire revenir le patient au cabinet? On va voir un petit peu tout ça. Donc déjà, avant même de savoir ce qu'on va faire, il faut déjà savoir le patient est souffre de quel type de tendinopathie. On en a plusieurs. On va avoir la tendinopathie irritable. Le patient, il viendra au cabinet, il aura mal tout le temps. La nuit, il fera un geste, il aura mal. Ça va être difficile, même en tant que kiné, de réussir à obtenir des résultats. Et à ce moment-là, on a des exercices, on va revoir un petit peu. On peut très bien, sans bouger l'épaule, commencer à faire travailler les tendons, la coiffe, le plan postérieur, par exemple avec de l'isométrique. On peut d'abord faire une phase de repos de quelques jours, juste pour laisser 2, 3, 4 jours. Et puis, on essaie de lui demander de faire des exercices en isométrique pour essayer justement de refaire retravailler cette coiffe et de voir. Et si on y arrive à ce moment-là, on va commencer, si les douleurs sont moins intenses, à pouvoir relancer un petit peu les exercices. Après, on va avoir la tendinopathie qui est non irritable, où là, le patient il peut faire des choses, mais au fur et à mesure, plus il en fait, plus il va avoir mal à l'épaule, plus ça va être douloureux. Et à ce moment-là,
on peut déjà sauter les premières étapes, par exemple d'isométrique. On n'est pas obligé de passer par là et on peut directement passer sur des exercices un peu plus complexes. Et on a la tendinopathie dégénérative, où là, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté les premiers stades. Généralement, c'est des stades qui peuvent se suivre. On a forcé pas mal. Il y a une tendinopathie qui a été bien irritable. On s'est mis un peu au repos. Le médecin a dit, souvent, les médecins, ils aiment bien dire, mettez-vous au repos 3 semaines, prenez des anti-inflammatoires, ça ira mieux. Et puis après, ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Et les gens, du coup, quand ils forcent, la tendinopathie, elle peut passer sur un stade dégénératif, où là, on a vraiment une altération de la structure des tendons et où il va falloir reprendre un peu tout ça avec le patient, lui réexpliquer les choses. Alors déjà, est-ce que les exercices doivent être douloureux? Au niveau de l'épaule, on sait que même si le patient a mal pendant les exercices, ce n'est pas forcément délétère pour le tendon. On va différencier l'inconfort de la douleur, mais même sur une douleur, ne vous inquiétez pas, s'il a mal, il faut par contre lui dire au patient. Si vous avez mal, essayez de coter de 0 à 10 pour savoir justement de ne pas monter trop haut et de ne pas aller aggraver votre tendinopathie, mais rester sur du 4-5 sur 10. Maintenant, il y a différentes conférences de consensus ou de conférences où on a essayé de voir un petit peu quels étaient les indicateurs qu'on devait donner à notre patient s'il fait ses exercices à la maison. On évite de dépasser une douleur qui est à 5 sur 10 et surtout, il nous faut un retour à la normale. Un retour à la normale dans les 12-24 heures. Ça dépend des conférences, mais dans les 12-24 heures, il faut que ça... Un bon moyen, c'est de dire au patient, sur votre dernière série, vous devriez être capable d'en faire une de plus. S'il est incapable de la faire, il est probable, en tout cas, qu'il ait des douleurs qui durent plus de 24 heures et que vous ayez chargé un petit peu fort. Donc, encore une fois, faites-vous confiance, regardez ce que dit la recherche, dépassez pas les 5 sur 10, et puis voyez ce que préfère le patient aussi. S'il vous dit, mais moi je suis sportif, si ça fait pas mal, ça ne travaille pas, ok, tu as le droit d'avoir mal, mais dépasse pas 5 sur 10, c'est tout. Et du coup, si on peut faire mal, du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à aller faire mal? Est-ce qu'il y a des études qui nous disent, ouais, il faut aller charger, c'est mieux? Et bien en fait, on a une étude qui a été bien faite, qui est en double aveugle, qui est randomisée, qui est contrôlée sur 100 patients, et on n'a pas de bénéfice particulier entre des charges fortes, des charges faibles. Donc du coup, ça ne veut pas dire, attention, qu'on ne met pas de charge lourde. Ça veut simplement dire qu'on voit avec le patient de quoi il a besoin dans son épaule. Est-ce que c'est un patient, est-ce que c'est un athlète, est-ce que c'est un travailleur de force, est-ce que c'est une secrétaire qui n'a pas besoin forcément d'avoir des charges lourdes, est-ce que c'est une femme qui doit porter ses enfants, et tout ça, à ce moment-là, si elle doit porter ses enfants, si elle a un enfant de 12, 13, 15 kilos, il faudra peut-être aller mettre un peu de charge. Mais pour l'instant, il n'y a pas de différence significative entre le charge lourde, charge légère. Ça va plus dépendre de est-ce que le patient il a très mal ou pas au moment où vous le prenez en charge. Il a très mal, on va plutôt partir sur des charges légères. Donc, encore une fois, écoutez le patient, dialoguez avec lui, revenez vers lui. Est-ce que ça a été? La séance, comment ça s'est passé? Et là, on adapte. L'intérêt des charges lourdes, principalement, on est tous amenés, même quelqu'un qui est sédentaire, comme je disais, une secrétaire, elle peut avoir des enfants, elle peut être amenée à... Donc, il faudra probablement, dans sa prise en charge, avoir à un moment chargé un petit peu pour qu'elle puisse faire ses exercices et avoir une vie normale sans douleur. Parfois, vous allez avoir des patients qui ont récupéré de la force, mais qui vont vous dire, ouais, mais moi j'arrive, mais j'ai mal. Donc, il y a quelque chose qui coince pas, qui coince. Et du coup, on a des données qui nous disent que justement, ça a été un peu vite, je ne sais pas si je peux revenir, qui nous disent que c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas que la force qui compte, vous avez aussi le contrôle neuromoteur. Et le contrôle neuromoteur, en gros, si vous prenez en charge une tendinopathie et que vous ne prenez pas en charge le contrôle neuromoteur, vous n'aurez pas forcément des résultats qui sont optimaux. Ça ne veut pas dire que votre prise en charge elle est nulle, ça veut juste dire, tiens, est-ce que j'ai pensé à aller travailler le contrôle neuromoteur? Alors, ça peut être avec un métronome sur vos exercices, ça peut être, on ne sait pas exactement comment l'évaluer, on ne sait pas exactement comment le faire travailler, mais on peut aller faire des exercices où justement, on met un métronome, où on fait des exercices un peu spécifiques. Pour les exercices, je n'en ai pas mis dans le diaporama, je précise. Il y en a plein sur le site de l'Épaule au Top. Il y en a aussi sur la chaîne YouTube de l'Épaule au Top. Donc, si vous voulez des exercices, allez chercher, ils sont très bien. On a une étude en 2009 qui nous résumait un petit peu tout ça sur un tendon normal, quelqu'un qui est trop sédentaire
il va avoir un tendon trop faible et il va pouvoir avoir des tendinopathies, enfin des douleurs, parce que même sur le terme de tendinopathie, on n'est pas forcément tous d'accord. Et le fait de remettre des contraintes optimisées, on va pouvoir lui faire récupérer une épaule non douloureuse parce que le tendon, il est capable de s'adapter. Votre corps, il s'adapte à ce que vous lui imposez. Si vous lui imposez rien, il s'adapte à rien faire. Et du coup, quand vous allez devoir faire quelque chose, ça peut être douloureux. Juste attention, si vous avez un tendon qui est trop faible et que vous voulez charger trop fort, vous pouvez sauter l'étape du tendon normal et passer sur une tendinopathie réactive. Donc c'est pour ça, gardez en tête, 5 sur 10, pas plus, ça revient à normal en 24 heures et j'adapte en fonction. Et justement, ensuite, si on continue, on passe sur de la tendinopathie dégénérative. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir en arrière vers un tendon normal, ça veut juste dire qu'il va falloir revoir un peu son plan de traitement pour adapter un petit peu tout ça. Dans les membres inférieurs, principalement, il y a la clinique du coureur, très, très bien, qui explique un petit peu ça. Votre stress mécanique, il est symbolisé par la ligne bleue. Et si vous êtes en dessous de la ligne verte, en gros, ça veut dire que vous n'allez pas avoir d'adaptation. Si vous vous dites, voilà, moi, je veux renforcer mon biceps, si vous soulevez un crayon, vous pouvez y aller 5000 fois, vous serez en dessous de la ligne verte, vous n'aurez pas d'effet. Donc, il va falloir mettre quand même une certaine charge. Et si par contre, vous y allez trop fort d'un coup, vous allez dépasser les capacités d'adaptation de votre organisme. Et du coup, vous allez pouvoir créer une tendinopathie réactive. Ça va être douloureux. Et ce n'est pas mauvais en soi. Ça veut juste dire, OK, bah maintenant, je sais où elle est ma ligne rouge. Je sais où elle est, donc je m'adapte. Et je vais peut-être mettre un peu moins fort. Et puis, on va revenir progressivement. Et on va essayer de se situer entre cette ligne verte et cette ligne rouge. Pourquoi? Parce qu'à force de faire travailler entre ces deux lignes, les lignes, elles vont augmenter. Elles vont augmenter. Du coup, ça veut dire que ce qui était douloureux, vous voyez que le premier pic au-dessus de la ligne rouge, si vous allez un peu plus à droite, eh ben, on se situe entre la ligne verte et la ligne rouge, et du coup, c'est plus douloureux. Voir si on continue, ce sera même en dessous de la ligne verte, et ce sera plus assez pour renforcer l'épaule. Après, s'il n'y a pas besoin de renforcer plus, on peut s'arrêter là. Mais ça a été démontré dans les membres inférieurs. On n'a pas de raison de croire que dans les membres sup, ce soit différent. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Alors, il y a toujours un petit peu un débat entre les exercices spécifiques de l'épaule et les exercices généraux. Je vous ai mis une première étude qui nous disait que les exercices spécifiques, c'était mieux que les exercices généraux, que ça avait de meilleurs résultats. Petit questionnement sur les exercices généraux. Dans cette étude, en fait, ils ont mis des exercices où il n'y avait aucune progression de l'exercice. La personne faisait toujours les mêmes exercices sans résistance et on a dit, bah, il n'y a pas d'effet. Il y a eu une revue de la littérature où on a fait une méta-analyse et en fait, on ne sait pas ce qui est mieux. Il n'y a pas de choses qui sont plus… Si vous faites que de l'épaule et que vous ne prenez pas en compte le reste, on ne sait pas si c'est mieux que si vous prenez en compte le reste. Par contre, ce qu'on sait, c'est que parfois, il va y avoir des petits problèmes posturaux. Par exemple, on a une technique qui s'appelle le SSMP, où on va dire, bah voilà, au patient, levez le bras, vous avez mal, ok. Essayez de redresser pour diminuer la syphose thoracique, levez le bras, ça va mieux, ok, bah on va se concentrer sur la syphose thoracique. Si ça ne marche pas, on va modifier la position de l'omoplate et on va voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, on va essayer de centrer un petit peu des exercices au niveau du centrage de la tête humérale. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut prendre en compte dans la tendinopathie et si ça ne marche pas, on peut toujours aller vers les exercices. Et du coup, dans les exercices, est-ce qu'il faut que j'en donne 25 à mon patient parce que s'il en fait plus, c'est mieux? Généralement, on varie, toujours on discute avec le patient. Il ne faut pas le noyer sous les exercices. 4 exercices, c'est bien. 3, 4, c'est très bien. Au niveau, justement, après, de la vitesse de réalisation, ça va dépendre dans quelle phase de réathlétiser, enfin de votre traitement vous en êtes. Généralement, on commence lentement et quand le geste est bien maîtrisé, que ça fait pas mal, on va augmenter un petit peu la vitesse en fonction de ce dont le patient a besoin. Le nombre de séries, dans toutes les études que j'ai lues, souvent, c'est 3 séries. Faites 3 séries, sauf si vous êtes vraiment sur une résistance très, très faible, ou alors là où on peut aller jusqu'à épuisement, mais généralement, 3 séries, c'est très bien. Et le nombre de répétitions va dépendre de la phase de tendinopathie. Si vous êtes sur des charges très faibles, on peut monter jusqu'à 20-25 répétitions. Si on est sur des charges qui sont plus lourdes, 6 répétitions, c'est bien. Si vous êtes à 80% de votre résistance maximale, 6 répétitions, c'est énorme. Donc, allez pas forcément, encore une fois, ce dont le patient a besoin, c'est ce qui va dicter un petit peu votre conduite. Le temps de repos, c'est la même chose, ça varie de 1-3 minutes. Sur des charges faibles, on peut mettre 1 minute, sur des charges plus lourdes, 3 minutes. Donc, ça, en fonction du patient, du ressenti, si ça lui fait trop mal, ben, on va peut-être mettre plus de temps de repos.
Et au niveau des amplitudes, vous n'êtes pas obligé de forcément aller là où ça fait mal. Si le patient il arrive et que première séance, vous avez mal là, travaillez là. Non, on va déjà travailler là où ça va. Ensuite, on va augmenter paramètre par paramètre la vitesse, après l'amplitude, peut-être après la force. Souvent, on fait travailler la force en dernier, mais généralement, il faut travailler un petit peu tout ça. Et, voilà. Du coup, au niveau des exercices, combien de temps on doit les faire? Souvent, on sait qu'il n'y a pas de modification de la structure du tendon avant 6 semaines. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 6 semaines, c'est bien, on s'arrête. Souvent, les protocoles, ils sont faits sur 12 semaines et en dessous, c'est compliqué de faire en dessous. Mais surtout, ça peut être plus long. Expliquez à votre patient, j'estime qu'à 6 semaines, ça doit commencer à aller mieux. Vous devriez avoir une modification. Et après, ça peut durer 12, 24 semaines. Ce n'est pas un souci. N'hésitez pas à voir beaucoup votre patient au début de votre prise en charge, de le voir plusieurs fois au cabinet. Mais après, si vous voyez qu'il travaille bien, laissez-le faire ses exercices à la maison. Il n'y a pas d'efficacité supérieure si vous êtes en train de le regarder, en train de faire ses séries. Autant qu'il les fasse à la maison, il gagnera du temps sur ses trajets, ce ne sera pas plus mal. Et dans les études, fait à la maison ou sous l'égide du kiné, c'est pareil. Donc, au début, peut-être un peu plus rapproché, et après, vous espacez, vous lui laissez un peu plus de lest. On parle souvent des étirements, de tout ce qui est passif. On a des études qui nous disent que les étirements, ça joue. Alors, principalement, les étirements du petit pectoral, capsule postérieure, élévateur de la scapula, grand dorsal, on les fait dès le début. Généralement, 6 semaines, 3 séries de 5, durée de 30 secondes. Pourquoi on donne ce protocole? Parce qu'il a été étudié et on a vu que ça fonctionnait. Donc après, on s'adapte aussi. Je vous ai mis 4 photos. En haut à gauche, vous avez l'étirement du petit pectoral où on va demander au patient de mettre sa main. On peut avancer un petit peu le corps pour étirer. Vous avez en haut à droite un étirement de l'élévateur de la scapula. En haut au milieu, vous avez le grand dorsal. Et en bas, après, c'est plus, ça ressemble un peu à un cross-arm test où on va étirer un petit peu la capsule postérieure. N'hésitez pas à parler beaucoup, à voir des fois si ça ne va pas. Est-ce que le patient il dort bien? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il a un boulot qui ne va pas? Est-ce qu'il a du diabète qui joue beaucoup sur l'épaule? Est-ce que c'est un fumeur? Est-ce que voilà, vous voyez qu'il a une obésité sans lui balancer vous êtes gros? Non, ok. Vous savez, ça peut peut-être engendrer des phénomènes inflammatoires qui peuvent jouer. Quantifier le stress mécanique, comme je disais, une secrétaire, si elle porte son enfant, eh ben, ça fait partie du stress mécanique. Et revoyez, n'hésitez pas à revoir les croyances du patient. Il y a des études qui montrent qu'un traitement il marchera bien si jamais le patient il pense que ce que vous faites, c'est bien. S'il vient pour de l'ostéo, à la limite, commencez par de l'ostéo, et puis il va dire « Ah, ça me va mieux », et là, dites, il a confiance en vous, « Ok, on va peut-être essayer, l'ostéo, c'est bien, mais ça va peut-être revenir, on va peut-être essayer de mettre un peu d'exercice. » N'hésitez pas à remettre en fond aussi les croyances des médecins. J'en suis un, c'est pas parce qu'on est blessé qu'il faut faire du repos et après on reprend comme avant. Ça marche pas comme ça. N'hésitez pas Mais par contre, n'allez pas contre le médecin. Expliquez au patient, ouais, vous savez, peut-être qu'il y a d'autres choses, il y a de nouvelles choses et on va les travailler ensemble. Mais n'hésitez pas à parler beaucoup avec vos patients. Est-ce que si on fait des exercices, on va abîmer le tendon? Actuellement, il faut bien différencier les choses entre la structure et la fonction. Nous, on vous demande d'avoir une approche fonctionnelle. Qu'on vous dise que le tendon, il est pété, je vous ai mis des images, d'un aspect normal en haut à gauche, une lésion transfixiante en haut à droite, vous avez les lésions interstitielles et le clivage, où c'est une lésion interstitielle qui a un peu évolué. Et après, on a les lésions de la face superficielle en bas à gauche et de la face profonde en bas à droite. Tout ça, on parle aussi pour la face superficielle de tendinopathie bursale ou de rupture bursale. Tout ça, c'est des termes à connaître, mais ce n'est pas parce qu'il a ça que c'est ça qui lui fait mal. À la limite, s'il a de l'imagerie, examinez-le, faites-vous votre idée. Après, vous regardez les images. Est-ce que ce que moi je trouve, ça concorde avec mon imagerie? Oui, ok, ça m'apporte peut-être quelque chose. Ça ne concorde pas, ça se trouve, ce qu'il y a sur l'image, ça lui fait pas mal. Il faut savoir que 80% des patients de plus de 80 ans ont une rupture de la coiffe. Ils s'en portent très bien, hein, ça va, hein, vous inquiétez pas pour eux. Donc, entre les images et la plainte du patient, il y a souvent une grosse différence. Faites-vous une idée, ayez une approche très fonctionnelle, mais aucune étude ne vous dira que les exercices, ça aggrave ou ça aggrave pas. Le patient, à la limite, il s'en fout que ça aggrave. Ce qu'il veut, c'est de ne plus avoir mal et pouvoir utiliser son épaule. Donc, voilà, éliminez les drapeaux rouges, discutez avec le patient, adaptez vos traitements en fonction du patient. N'hésitez pas à revenir un peu en arrière, à aller un peu plus vite avec les patients où ça fonctionne. Et voilà, discutez beaucoup, basez-vous sur les études, regardez les exercices qui sont sur l'épaule au top. Et voilà, il n'y a pas de recette magique, c'est juste travail d'équipe.
parler avec le médecin, avec le patient, et généralement, ça se passera très bien. Ah, je t'entends pas, Fred. J'ai plus de son. Merci Ludovic. J'avais enlevé le son pour pas D'accord. qu'il y ait de Désolé, parasites. Merci beaucoup, Ludovic, pour ce topo qui était vraiment très intéressant. Je vais te proposer de retirer le partage. Je fais ça. Je vais juste très rapidement compléter ton propos par comment dire, un petit focus sur les tendinopathies calcifiantes, parce qu'on a eu beaucoup de questions en amont. Le principe de ces masterclass, c'est vous nous posez des questions en amont et on essaye d'y répondre le plus complètement possible pendant la masterclass. Et puis, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu, ben, on complétera dans les commentaires de la page Facebook. Ludovic a répondu à 95% de toutes les questions qui ont été posées ces dernières semaines dans le traitement des tendinopathies. Je crois que je te remercie beaucoup d'avoir fait un topo aussi complet. Je vais demander juste à Geoffroy de continuer à regarder les commentaires pendant que je fais mon topo pour voir si on a des questions qui tombent sur le traitement fonctionnel. Et puis, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, eh ben, on passera directement au topo de Benjamin. Et puis, si vous avez des questions à nous poser, et Geoffroy et Benjamin à Ludovic et à moi, ben, on va le faire dans 5 minutes. Donc, juste un focus sur les tendinopathies calcifiantes. Comment ça commence? Ben, en général, vous voyez votre patient, vous le savez bien, il arrive et vous lui demandez ben, qu'est-ce qui vous arrive? Et le patient, il vous répond quoi? J'ai une calcification. Ça, c'est une des réponses les plus fréquentes qu'on a, nous, en rééducation. Alors, moi, en général, je leur dis aux patients, ben, en fait, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous arrive? Parce que vous m'avez dit que vous avez une calcification, mais ce n'est pas ça. Alors là, les patients, ils me disent, ben, j'ai mal. Alors, je suis content parce qu'il a compris. Je dis, ben voilà, vous avez compris quelle était ma question. Puis il complète, à cause de ma calcification. Donc, il fait un vrai lien entre sa calcification et sa douleur. Et c'est ce qui peut poser problème dans la prise en charge parce qu'une tendinopathie calcifiante, c'est avant tout simplement, ben, une tendinopathie. Et donc, ça va se régler, comme l'a dit comment dire, tout à l'heure Ludovic, d'une façon assez simple, c'est-à-dire eh bien, en évaluant et en traitant les déficits, en évaluant et en traitant le handicap et en évaluant et en prenant en compte les facteurs psychosociaux. C'est comme ça qu'on prend en charge une tendinopathie, qu'elle soit calcifiante ou pas calcifiante. Alors, il faudra différencier probablement dans la tendinopathie calcifiante le patient qui arrive effectivement et qui montre, lorsqu'il bouge son bras, une sorte d'arc douloureux. C'est un des signes qui est les plus assez pathognomoniques, assez spécifiques de la douleur d'origine sous-acromiale. Avec tous les tests qui existent au niveau des douleurs sous-acromiales, il y en a un qui est tout simple et qui a l'air de bien fonctionner en termes de sensibilité sur la douleur sous-acromiale et la tendinopathie, pas de façon isolée, mais quand même, c'est l'arc douloureux, tout simplement. Donc, si vous avez un patient qui a mal en levant le bras, et puis quand il descend, ça fait moins mal, et quand il monte, ça fait moins mal au-dessus de son arc douloureux, ben, il peut avoir peut-être une souffrance à cause de sa tendinopathie calcifiante, mais il faudra le différencier de la personne qui va venir, qui va avoir la même imagerie, mais qui ne va pas dormir de la nuit à cause de sa douleur. Et là, on est dans deux catégories différentes, sur deux imageries similaires, avec peut-être deux étapes différentes de la tendinopathie calcifiante qui ne correspondront pas au même traitement. Il faudra qu'on différencie aussi le vieillissement tendineux, car il y a sur le tendon des petites anthésopathies calcifiantes qui arrivent chez l'homme après 50 ans. Vous voyez sur leur radiographie des petits points de calcification au niveau de l'anthèse, au niveau de l'insertion du tendon. C'est du vieillissement tendineux, ça. Et en général, ça ne pose aucun problème. Il faut différencier des cristaux d'apatite qui s'amalgament dans le tendon. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même phénomène et ce ne sont pas les mêmes risques douloureux derrière. Alors, quand le traitement de la tendinopathie ne fonctionne pas, le traitement donc, que vient de décrire Ludovic tout à l'heure, ou bien quand il s'agit d'un épisode hyperalgique comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, comme je vous l'ai décrit à l'instant, eh bien, il y a d'autres indications, d'autres traitements possibles. Les ondes de choc ont montré leur efficacité. Alors, on ne sait pas trop sur quel type de calcification. On sait qu'il faut que ce soit des ondes de choc à forte énergie et puis plusieurs séances. Et puis également les infiltrations et puis les ponctions lavage infiltration. Voilà, ça c'est ce que va nous décrire tout de suite Benjamin. Et donc pour les autres traitements des calcifications, eh ben, c'est ça. C'est le traitement de la tendinopathie. Et en cas d'échec, à mon sens, il ne faut pas aller aux ondes de choc directement. En cas d'échec, on peut essayer les ondes de choc
parce qu'elles ont montré un intérêt avec un effet de taille intéressant, c'est-à-dire que quand on les utilise, il y a une vraie différence avec le fait de ne pas les utiliser. Je fais un peu attention aux ondes de choc, car j'ai eu des mauvaises expériences à titre personnel où j'ai eu des ondes de choc, des traitements qui ont déclenché l'épisode hyperalgique chez des patients qui ne l'étaient pas. C'est probablement parce que l'onde de choc aide à la dissolution de la calcification et que la calcification, quand elle se dissout, eh bien, ça peut tout simplement provoquer l'épisode hyperalgique. Donc, on est un petit peu embêté. Le patient, il n'allait pas trop mal et puis il va très, très, très mal et du coup, il faut qu'il se fasse infiltrer. Donc là, les traitements et ce qu'on peut savoir sur les calcifications, c'est plutôt chez la femme. C'est plutôt entre 30 et 45 ans, hein, d'accord? C'est plutôt chez des femmes. Il peut y avoir des histoires de dérèglement au niveau de la thyroïde, mais on n'est pas trop certain. Il n'y a aucun lien avec des éléments mécaniques. Hein, ce n'est pas parce qu'on travaille trop avec le bras que la calcification apparaît. Et voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Et je vais passer tout de suite la parole à Benjamin, qui va nous parler des traitements fonctionnels de la calcification, des traitements pardon, à base d'imagerie de la calcification. Je voudrais juste ajouter juste un petit mot sur ce que tu viens de dire, Frédéric. C'est très juste. En fin de compte, le temps que je sorte de tout ça, c'est très bien. Ce qui est important de dire, c'est qu'on ne soigne pas des images, hein, mais on soigne des symptômes. Et comme tu l'as bien dit, Frédéric, on peut avoir deux radios avec deux calcifications identiques et des symptômes totalement différents. Et donc, il faut toujours écouter son patient. Ça, c'est essentiel. Très bien. Eh ben, c'est une avant bonne que Benjamin commence, puisqu'on va passer dans le thérapeutique, on va dire médical, il y avait deux, trois questions sur la physiopathologie, la rééducation, etc. Alors, la première, c'est concernant le protocole de 6 semaines. C'est pour Ludovic. Hein, si on a un patient qui a une tendinopathie, d'abord, pour toi en tant que médecin, quels sont les examens paracliniques nécessaires et suffisants pour faire le diagnostic? Est-ce que tu commences un traitement sans imagerie? Ça, c'est la première chose. Et si jamais tu mets en route ton traitement et qu'en fin de compte, au bout de 6 semaines, le patient est guéri, est-ce que tu arrêtes tout? Si au bout de 3 semaines, il a plus mal, est-ce que tu arrêtes tout? Donc, la première question, c'est comment tu fais le diagnostic? Faut-il aller vers l'imagerie? Et deuxièmement, est-ce que tu peux arrêter un traitement s'il va bien? Alors, en fait, ma pratique, elle a pas mal évolué. Plus j'ai d'expérience et moins je fais d'imagerie. Très sincèrement, même le terme de tendinopathie, on a tendance à l'abandonner pour plus reprendre celui de syndrome douloureux sous-acromial. C'est-à-dire que j'ai pas de déficit moteur, j'ai pas de déficit sensitif. Mon patient, il bouge son épaule, c'est une douleur. J'ai pas de drapeau rouge. Ok, l'âge correspond, il n'est pas hyperalgique. J'ai pas d'autres diagnostics différentiels en tête. Non, je fais pas forcément d'imagerie. Pourtant, je fais de l'échographie au cabinet. Après, j'ai besoin, si je suspecte une rupture transfixiante, si j'ai une perte de force, si à ce moment-là, je vais avoir recours à l'imagerie. Mais pas forcément, en sachant qu'en plus, dans l'épaule, souvent on associe radio et écho. Faire juste la radio ne nous apporte pas grand-chose, mais elle nous permet d'éliminer pas mal de diagnostics différentiels. Donc non, pas forcément d'imagerie. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur l'éducation du patient. Si le patient il a compris qu'en étant trop sédentaire, s'il ne bouge pas, il risque d'avoir mal, il connaît ses exercices. En fait, il va pouvoir les poursuivre. Et après, le but, c'est de le rendre autonome, en fait. C'est-à-dire que, OK, j'ai mal à l'épaule, je vois que j'ai moins fait mes exos. Et souvent, il ne faut pas se leurrer. Hein. La personne, elle ne va pas faire ses exercices jusqu'à la fin de sa vie. C'est j'ai mal, je recommence un peu mes exos, ça va mieux, je m'arrête. Mais voilà, après, le but, c'est que déjà, pour moi, ce qui est important, c'est que le patient se dise j'ai mal, j'ai pu bouger et ça m'a amélioré. Rien que ça, il va comprendre que voilà, c'est pas je me mets au repos, j'immobilise mon bras et c'est tout. Donc après, non, s'il va mieux, je lui explique. N'hésitez pas à me reconsulter si ça ne va pas, mais continuez de bouger. Faites pas forcément de la thérapie type kiné, mais est-ce qu'il n'y a pas une activité qui vous intéresse, un sport qui vous intéresse, mais vraiment un sport qui l'intéresse. C'est pas souvent on entendait dire vous avez mal au dos, faites de la piscine. Ouais, allez dire à quelqu'un qui est obèse, qui n'a pas envie de se mettre en maillot de bain, faites de la piscine. Bah non. Vous avez mal au dos, vous aimez marcher, vous aimez faire quoi? Bah, moi, c'est vrai que j'aime bien marcher avec mes enfants. Allez vous marcher. Je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique. Je n'utilise pas forcément le terme de sport. Donc voilà, c'est plus comme ça. Et à ce moment-là, ben, en entretenant un peu ce qu'il a réussi à gagner, généralement, on n'est pas trop embêté. D'accord, donc je dirais, pour résumer un peu ça, que pour toi, en fait, le diagnostic de tendinopathie de la coiffe de rotateur, c'est un diagnostic, on va dire,
de principe. Toute personne qui vient a une tendinopathie et si jamais le traitement ne fonctionne pas, tu le traites, on va dire, comme un syndrome sous-acromial douloureux. Ouais. Et si jamais il ne va pas bien, là, tu passes après à l'imagerie. OK. Ce En qui me semble fonction en effet de raisonnable. l'examen clinique et tout ça, bien sûr. Ouais. J'ai une question pour Frédéric. Il y a une question sur est-ce que la calcification de l'épaule favorise la rupture des tendons? Non, ça, il n'y a aucune étude qui montre que, je crois que c'est toi, Geoffroy, qui est le plus à même à répondre à ces questions, puisque toi, tu les vois, les coiffes, et tu les vois de visu, ce qui est quand même la meilleure façon de diagnostiquer des ruptures. En tous les cas, dans la littérature, on n'a pas de corrélation rupture de coiffe et tendinopathie et calcification. Non, je crois qu'en effet, la calcification, c'est normalement, classiquement, n'aboutit pas à une rupture de coiffe. Ce qui est vrai, c'est que lorsque la calcification va guérir toute seule et qu'elle va se vider, il peut y avoir sur le moment un trou dans le tendon puisqu'elle se vide, mais normalement, ça cicatrise tout seul et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on les opère, d'ailleurs, on ne les referme pas. Je voulais dire, moi, un petit commentaire sur la tendinopathie calcifiante. En effet, une tendinopathie calcifiante, au début, c'est extrêmement douloureux, d'accord? Et je pense qu'à ce stade-là, même si vous avez un diagnostic de calcification, je ne suis même pas sûr que le kiné puisse bouger l'épaule. On passe par un traitement antalgique puissant dont va nous parler tout de suite Benjamin, et après, il y a une place pour la rééducation. Si le généraliste, ou le patient vient vous voir, parce que souvent ils ont la radio, vous dit j'ai une tendinopathie calcifiante, j'ai besoin de rééducation, la phase extrêmement douloureuse passe par le traitement médical dont Benjamin va nous parler, et après, il y a une prise en charge par le kiné. Tout à fait, je crois, mais ça, c'est en fait, ça, c'est uniquement dans le cas où on a un épisode hyperalgique sur la calcification. On sait bien, et tu le sais, que tu as régulièrement des patients sur lesquels tu vois à l'imagerie des tendinopathies calcifiantes qui n'ont évidemment et heureusement pas d'épisode hyperalgique, et heureusement parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est très fréquent la calcification d'épaule. Je sais qu'il y a quelques patients là qui regardent notre topo ce soir. Il ne faut pas s'inquiéter d'une calcification d'épaule, c'est très banal dans le tendon. Et parfois, on a un épisode hyperalgique. Lorsqu'il y a cet épisode hyperalgique qui se caractérise très simplement, vous ne pouvez plus dormir de la nuit, vous ne pouvez plus bouger le bras. Ça fait mal 24 heures sur 24 et la douleur, elle est à 8, 9, 10 sur 10. Donc, c'est vraiment très différent d'une tendinopathie classique avec, comme par hasard, une calcification dans le tendon, mais qui ne s'exprime pas. Et donc, quand on est dans cet épisode hyperalgique, la kinésithérapie n'a pas sa place. Nous n'avons rien à faire à ce moment-là du traitement. Il faut calmer la douleur et il y a en plus un intérêt à calmer vite cette douleur-là, car il y a deux paramètres négatifs. Le premier, déjà la douleur du patient qui est très importante et qu'il faut calmer. Premièrement, plus la douleur est aiguë dans une épaule, plus elle risque de se chroniciser. Donc, vous avez un pic hyper douloureux à 10 sur 10, plus il dure longtemps, plus la douleur va se chroniciser. Deuxièmement, il y a dans les tendinopathies calcifiantes qui deviennent hyperalgiques un risque de déclencher des capsulites rétractiles. Et donc, on ne peut pas traiter ça par le mépris en disant c'est la calcification qui se vide, ça veut dire que ça va mieux, vous inquiétez pas, ça va durer 15 jours, vous n'allez pas dormir de la nuit pendant 15 jours et après ça ira mieux. Non, il faut vraiment traiter la douleur et ce n'est pas le kiné qui le fait, c'est Benjamin et ses collègues qui le feront, notamment par les traitements dont il va nous parler. Vas-y Benjamin, à toi. Une belle introduction là, franchement. Ah là, c'est impeccable. Je vous remercie. Est-ce que tu arrives à partager ton écran là, Benjamin? Je pense que oui. Voilà, nickel, impeccable. Je ne savais pas si j'avais fini de partager le mien. Donc, tu te mets à ton premier slide, en revanche. Là, tu es parti sur le slide. Voilà. Donc, merci tout le monde pour vos questions. C'est hyper intéressant. Vous avez vu, on a essayé vraiment de répondre au maximum. On a bossé pendant les fêtes de fin d'année. Là, on s'est balancé les questions pour y répondre un maximum. C'était du boulot, dis donc, devant la bûche de Noël. Benjamin, c'est à toi. Donc voilà, moi je vais vous parler maintenant du traitement par infiltration dans les tendinopathies de l'épaule. Donc moi je suis médecin de rééducation et médecin du sport à la clinique Mossin et je travaille donc avec Geoffroy Geoffroy Nourrissin dans la même structure et en lien aussi avec Frédéric en kinésithérapie. Donc le plan, assez rapidement, on va voir des généralités, les grandes questions qu'on se pose, les patients nous posent, que les kinés peuvent poser, que mes collègues peuvent poser. Ensuite, je vous montrerai deux exemples d'infiltration. C'est celle qu'on fait le plus fréquemment, donc la sous-acromiale. Je verrai les indications et comment elle s'est réalisée. Moi, je l'ai fait toujours sous échographie. Et puis la ponction lavage infiltration.
On verra ensuite un petit peu rapidement comment on peut reprendre la kinésithérapie et le sport après une infiltration. Est-ce qu'il faut la reprendre tout de suite, dès le lendemain, au bout de quelques jours? Et puis, on fera une belle conclusion ensemble. Une infiltration, c'est quelque chose de tout simple. Alors, les patients, généralement, ont très peur des infiltrations. Quand je sors le mot infiltration, on me dit tout de suite « Ah mon Dieu, c'est horrible, on va m'empoisonner ». Voilà, ça, c'est un patient sur deux au minimum me dit ça. Alors, je leur explique qu'une infiltration, c'est un mot générique et que c'est juste l'injection d'un produit dans une articulation. Après, je leur explique qu'il peut y avoir plein de produits différents, de l'acide hyaluronique, de la cortisone, des antibiotiques, je n'espère pas, des produits de radio, des choses comme ça. Donc déjà, il faut dès le début dédramatiser et dédiaboliser l'infiltration. Dans l'épaule, il y a trois principales voies d'abord. Il y a la transacromioclaviculaire, c'est en 1, on voit sur le schéma, donc ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Il y a l'infiltration sous-acromiale au niveau de la bursite, ça, on va en parler. Et puis, vous avez au niveau de l'articulation gléno-humérale en intra-articulaire, qui peut être utilisée quand on a des tendinopathies plutôt du long biceps. Les questions qu'il faut se poser. Quand est-ce que je dois faire une infiltration? L'infiltration, c'est un acte médical qui consiste à injecter un produit dans l'articulation. Il y a donc un bénéfice et un risque. On ne fait pas une infiltration comme ça. On l'envisage que si le patient déjà a une douleur. S'il n'y a pas de douleur, ça ne sert à rien de faire une infiltration parce que le rôle numéro 1 des anti-inflammatoires de la cortisone, c'est de calmer l'inflammation. Elle ne se fait pas de manière systématique. Les patients, souvent, ils me sont adressés, ils ont mal depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils sont souvent en échec de traitement par la kiné, les anti-inflammatoires donnés par le médecin traitant. J'ai eu une série de 10 jours, ça a passé, puis c'est revenu. J'en ai fait une deuxième, ça m'a fait mal au ventre. Voilà, c'est souvent des patients qui sont déjà en échec du traitement de première ligne, qui est souvent des antalgiques simples, Doliprane, paracétamol, anti-inflammatoire, la kinésithérapie, et qui ont aussi souvent des douleurs nocturnes. Il y a plusieurs types de douleurs, hein, des douleurs mécaniques qui sont des douleurs en mouvement et des douleurs inflammatoires qui sont des douleurs qui souvent sont calmées par l'effort, accentuées au repos, donc qui réveillent la nuit. La cortisone va avoir un très bon rôle sur cette douleur nocturne. Donc ça, c'est une bonne indication à faire l'infiltration. Est-ce que l'infiltration doit être faite en échec de la kinésithérapie? Alors, c'est à discuter, mais l'infiltration peut aider la kinésithérapie, mais ne va pas la remplacer. Donc, c'est vraiment important de coupler la prise en charge par du kiné avec notre prise en charge à nous. Et enfin, est-ce qu'on fait une infiltration uniquement quand on a une image de tendinopathie? Eh bien non. Parce que comme l'a dit Ludovic avant, lui, il ne fait pas beaucoup d'examens en premier abord. C'est d'abord un diagnostic clinique. Et c'est vrai qu'il m'arrive d'infiltrer des épaules douloureuses alors qu'on ne voit pas de lésions, parce que les gens ont mal. Et je pense que c'est un traitement antalgique qui peut être efficace. Je vais parler de deux produits. Un produit qui est très courant, donc c'est les dérivés cortisoniques. C'est l'hydrocortensil, c'est le diprostène, c'est le Kenacort principalement en France. Et puis, je donnerai un petit mot juste sur les PRP. J'en parle 2 secondes, vraiment pas longtemps. Donc, les dérivés cortisoniques, on sait que c'est efficace. C'est une efficacité qui est rapide. Ça peut agir dès 24 heures. Souvent, en 1 semaine, on a un effet. Des fois, ça peut être un petit peu plus long, au maximum une dizaine de jours. L'effet est transitoire, c'est-à-dire qu'il y a des corticoïdes rapides, des corticoïdes à longue durée d'action. Mais en moyenne, au bout d'1 mois et demi, voire 2 mois, c'est vrai que l'effet s'estompe assez rapidement. Les études ont montré qu'il était supérieur au placebo, donc c'est un vrai rôle positif. Et effectivement, dans les tendinopathies chroniques, dans les douleurs qui traînent comme ça, est-ce que ça a une place ou pas comme traitement? Alors, c'est possible, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'effets après indésirables et qu'on ne peut pas faire plus de 3 infiltrations par an par articulation sans risque, dans tout ce qui est tendinopathie chronique, ça ne peut pas être un traitement de fond. Le PRP, j'en parle juste 2 mots. Donc, le PRP, c'est le plasma enrichi en plaquettes. C'est développé depuis de très nombreuses années. C'est très décrié. Il y a des gens qui en font et qui disent c'est magnifique. Des gens qui n'en font pas qui disent ça ne marche pas. Alors, c'est plus compliqué que ça. Les études sont difficiles à toutes comparer parce qu'on ne prend jamais les mêmes doses, on ne prend jamais la même concentration. Mais il semblerait quand même que sur les lésions tendineuses et ligamentaires, il y avait une grande méta-analyse qui a été faite en 2017 et qui ne trouvait pas d'effet positif de cette injection. Donc, pour les tendinites, nous, on ne fait pas de PRP. On commence à en faire pour d'autres pathologies, peut-être un peu l'arthrose, mais ça, pour l'instant, c'est encore en évaluation.
Donc là, je vais vous montrer deux exemples d'infiltration sous échographie avec des slides et une vidéo où je vais vous expliquer comment ça se déroule. Alors la première, c'est le conflit sous-acromial et les tendinopathies. Donc vous avez le schéma, on voit donc une épaule de profil, avec donc on met l'échographe au niveau du moignon du deltoïde, et on va essayer d'aller viser avec l'aiguille au niveau de la bourse sous-acromiale, afin de faire diminuer l'inflammation qui est souvent la résultante de la tendinopathie. Donc c'est une voie d'abord qui est en sous-acromial, en latéral. Donc vous avez deux images. Ça, c'est une image d'une épaule avec, donc vous avez en dessous l'humérus, la peau, elle est au-dessus. Donc l'échographie, c'est plein de blanc et plein de gris, hein, donc c'est toujours compliqué de comprendre comment est fait une échographie. Là, vous avez le tendon, et puis cette petite zone-là noire, c'est la bourse. C'est à cet endroit-là. Donc c'est cette petite chose-là qu'on veut avoir. Donc on comprend bien quand on voit la finesse de la bourse, même chez quelqu'un qui a une douleur et une inflammation, que sans repérage échographique, à l'aveugle, juste en se repérant cliniquement, c'est très compliqué d'arriver dans la bourse. L'image d'à côté, vous avez l'aiguille, comme ça. C'est ce qu'on voit en cet artefact un petit peu métallique, qui va arriver, qui va descendre pour viser au niveau de la bourse. Ensuite, donc, on a rentré l'aiguille dans la bourse et on a mis le produit et du coup, la bourse a gonflé. Donc ça, c'est une infiltration d'1 millilitre ou 2 millilitres d'hydrocortencil. Et on voit rapidement que la bourse augmente de volume. Donc, c'est comme ça que se réalise une infiltration de la bourse. Donc, ça, c'était le premier type d'infiltration. Ensuite, je vais vous parler de la ponction lavage-infiltration, la PLI. Ça correspond donc au traitement médicamenteux des infiltrations, des calcifications. Les calcifications, comme en a parlé Frédéric, ce n'est pas forcément symptomatique. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un arrive avec une radiographie que je vais tout de suite l'infiltrer et dire « Ah ben, je vois votre calcification, je vais la ponctionner, vous irez beaucoup mieux après ». Déjà, on ne ponctionne pas toutes les calcifications. Pour faire simple, il faut qu'elles soient grosses, qu'elles soient belles. C'est-à-dire qu'on se dise « Oui, ça c'est une belle infiltration, je peux m'en occuper ». Il faut qu'elle fasse au moins 15 mm de taille. D'accord ? Ça, c'est important, il faut qu'elle soit assez dense. Donc, il y a des critères. Je vous en ai montré ici, il y a différents types de calcifications. Ce n'est pas le but de ce topo. Mais sachez que ce n'est pas parce qu'il y a une calcification qu'on va forcément faire une ponction-infiltration. Alors, comment ça marche? Donc, il faut qu'il y ait une calcification, il faut qu'elle soit grosse. Donc, vous avez ici une échographie d'une calcification qu'on voit ici, du muscle du tendon du sus épineux. La calcification, ça a le même aspect à l'échographie que l'os. Vous avez en dessous l'os, l'humérus, et donc avec les tendons qui sont ici et la peau qui est au-dessus. La calcification, elle est faite un peu comme une structure de l'os, et donc l'échographe arrive ici au niveau de la calcification et les ultrasons ne passent pas l'os. C'est pour ça qu'en dessous, on ne voit rien et ça s'appelle un cône d'ombre de la calcification. Les deux produits que je vais utiliser, c'est de la xylocaïne, un anesthésiant, de la lidocaïne, et puis après, on fait une infiltration par l'hydrocortencil. La première étape, c'est d'abord d'injecter de la xylocaïne, donc de la lidocaïne, dans la calcification. On ne met pas de la cortisone directement dans la calcification. Ça ne se fait pas. Donc, avec la même image qu'on a vue tout à l'heure, l'humérus est ici, l'aiguille comme ça rentre au niveau de la calcification et je vais effectuer un petit va-et-vient avec la seringue pour pousser la xylocaïne dans la calcification afin qu'elle commence à se dissoudre. Alors, c'est la vidéo qu'on voit ici. Donc, en fait, vous voyez, on fait un petit effet piston et du coup, il y a du blanc qui remonte quand le piston remonte et c'est en fait la calcification qui remonte. Voilà, je pousse, ça descend, je remonte et c'est comme ça que je vais vider la calcification. Alors, on se rend bien compte qu'au début, ça fait mal. Donc, c'est important d'anesthésier. Et l'intérêt d'avoir mis de la xylocaïne dans ce geste, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait ce geste, ça fait de moins en moins mal puisque les gens sont anesthésiés. Donc, on fait ça plusieurs fois. On prend le temps, on contrôle à l'échographie. Donc, ça peut durer 5-10 minutes. On ne s'acharne pas non plus, hein. C'est important. Ensuite, une fois qu'on a fait cette ponction, on va faire ce qu'on appelle une trituration au niveau superficiel de la calcification. Donc là, c'est juste l'effet de l'aiguille qui va aller gratter la partie supérieure de la calcification pour l'aider, pareil, encore à se dissoudre et à être réabsorbé par le corps. La dernière étape, qui n'est pas forcément obligatoire, mais que nous on fait, que moi je fais,
c'est une infiltration ensuite de la bourse sous-acromio-deltoïdienne par de l'hydrocortensile. Alors, il y avait des études qui pouvaient dire que peut-être ça pouvait augmenter le risque de rupture. D'autres études qui disent que ça n'a aucune incidence. Moi, je trouve que c'est bien de la faire parce que ça permet comme ça de garder un effet antalgique plus longtemps. Et les patients donc, ont l'impression de récupérer plus rapidement, puisque ce qui compte, c'est d'abord de ne plus avoir mal. Quand est-ce que je vais reprendre la rééducation et le sport après une infiltration? Alors, il y a des risques immédiats et des risques à un petit peu plus long terme de faire une infiltration. Le premier risque, c'est que les patients ont mal après. On peut avoir un effet rebond et un effet d'accentuation de la douleur après une infiltration par cortisone. Donc, dans les 24-48 heures, moi, je les préviens systématiquement qu'ils peuvent avoir mal au point d'injection, qu'ils peuvent avoir mal dans l'articulation et on peut aussi avoir des bouffées de chaleur. Donc, refaire de la rééducation juste après une infiltration, ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir aussi un risque infectieux. Quand on fait une injection, vous avez un risque qui est entre de 1 sur 50 000 à 1 sur 77 000 en fonction des études. Donc, pareil, le jour même où on fait une infiltration, on ne fait jamais de rééducation derrière. Un petit peu plus long terme, et au niveau de l'épaule, on est moins concerné par les ruptures tendineuses. A priori, le long biceps pourrait être sujet à des ruptures sur une infiltration. Mais tendons du sus-épineux, sous-épineux, ces tendons-là, logiquement, ne sont pas concernés par ce genre de complications. Chez le sportif, ça a été bien décrit, c'est qu'une infiltration peut entraîner une inhibition de l'axe corticotrope, et ça jusqu'à 15 jours après une infiltration. Donc, un sportif, c'est mieux de ne pas le remettre immédiatement au sport. Et pareil, si vous faites de la rééducation, c'est des gens un peu costauds et qui veulent forcer, ben, méfiez-vous parce que justement, dans les quelques jours qui suivent, on peut avoir cette inhibition de l'axe corticotrope. Enfin, chez le sportif aussi, il ne faut pas oublier que la cortisone est un produit dopant et donc il faut faire un certificat et bien prévenir le patient qui ne peut pas s'engager un marathonien, faire une compétition amateur après une infiltration de genou ou de choses comme ça parce qu'il peut être contrôlé positif. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a comme délai de prise en charge? J'ai essayé un petit peu de regarder. Il n'y a pas de consensus sur est-ce que je dois reprendre la rééducation au bout de 5 jours, au bout de 10 jours, au bout de 15 jours. Ce qui me paraît important, c'est que si vous envoyez un patient faire une infiltration, c'est parce qu'il a mal, parce que ça n'avance pas. Et donc, le reprendre en rééducation avant qu'il y ait eu l'effet positif de l'infiltration sur la douleur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, moi, je dis toujours aux patients, on vient de faire l'infiltration, on fait une pause, attendez une dizaine de jours avant de reprendre votre kiné. C'est un délai qui ne concerne que nous, en fin de compte, mais c'est plus du bon sens. Si le patient a mal, de toute façon, il viendra et vous ne pourrez pas faire grand-chose parce que ça n'aura pas évolué. Et du coup, vous serez toujours dans la même impasse pour laquelle vous me l'avez envoyé, vous me l'avez adressé pour que je l'infiltre. Donc, il faut attendre l'effet de l'infiltration et une fois que ça s'améliore bien, à ce moment-là, je pense qu'on peut reprendre la kinésithérapie. Donc, en résumé, je pense que les infiltrations, c'est une très bonne chose. On en fait beaucoup, ça aide bien. Comme on l'a vu, les infiltrations à l'aveugle, maintenant, ça n'a plus vraiment lieu d'être, même si c'est toujours efficace. Je pense qu'être guidé, c'est quand même beaucoup mieux. On a des outils performants, pas très chers. Moi, mon échographe, il fait la taille de mon portable. C'est très facile, je le bouge dans toute la salle. Donc voilà, c'est vraiment simple d'utilisation. L'infiltration, ça soigne, mais ça ne guérit pas. On est bien d'accord que ce n'est pas l'infiltration qui fait cicatriser le tendon, mais ça ne rend pas malade non plus. Donc il faut démystifier cette thérapeutique. Ça marche très bien, comme toutes les thérapeutiques, quand c'est fait dans les bonnes indications. En complément de la kinésithérapie, c'est essentiel. L'infiltration seule ne résoudra rien. Et effectivement, la ponction lavage d'infiltration, c'est une très bonne alternative à la chirurgie, mais ça ne se fait que chez les calcifications qui sont vraiment cliniquement gênantes. Si elle est asymptomatique, ça ne sert à rien. Et il faut savoir que, juste pour compléter le petit topo qu'avait fait Frédéric tout à l'heure, quand on a une calcification d'un côté, on a 3 à 5 % de chance d'avoir une calcification de l'autre côté. Et celle-là non plus n'est pas forcément symptomatique. Donc, on ne se précipite pas sur les images, mais on écoute les patients et on soigne bien des symptômes. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci Benjamin pour ce beau topo qui a fait pas mal réagir. Et en fait, il y a deux grands types de questions qui sont sorties. La première, c'est quelle est la corrélation, surtout les limitations entre le diabète et l'infiltration?
Il y a des questions sur est-ce que le diabète contre-indique une infiltration, est-ce que le diabète est modifié par l'infiltration, et d'autres, est-ce que le diabète fait que l'infiltration est moins efficace? Alors, la cortisone peut augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est évident qu'une patiente ou un patient qui est diabétique mal équilibré, je ne vais pas avoir envie forcément de lui faire une infiltration tout de suite. Donc, je lui explique bien qu'il y a plus de risques que de bénéfices. Un patient qui a un diabète bien équilibré, en comprimé, c'est-à-dire metformine, souvent, je fais une demi-dose. Je le préviens, il peut peut-être amener à augmenter son traitement. Un patient qui gère très bien son diabète, qui est plutôt sportif, qui a de l'insuline, voire une pompe à insuline, on peut quasiment faire la dose pleine, en fait, parce que lui-même va réagir. Après, il y a d'autres, pour moi, il y a d'autres critères qui peuvent contre-indiquer l'infiltration. Il y a le traitement, les gens qui ont de l'hypertension artérielle, ça, il faut se méfier parce que ça peut augmenter l'hypertension artérielle. Et il y a les glaucomes, les pathologies de l'œil, ça aussi, il faut se méfier parce que ça peut augmenter la pression intra-oculaire. Sinon, les gens qui ont des anticoagulants, moi, ça ne me contre-indique pas l'infiltration. Bien au contraire, je leur dis surtout pas l'arrêter. De toute façon, ça ne saigne quasiment pas. Et donc, que ce soit le genou, l'épaule, même les hanches, il n'y a pas de souci. Moi, je ne leur fais pas arrêter les anticoagulants, je les infiltre. Après, le dos, les radiologues, ils sont beaucoup plus frileux que nous. Et eux, souvent, demandent à arrêter, faire un relais, mais c'est tellement compliqué que moi, je préfère que les gens ne l'arrêtent pas, continuent, et puis il n'y a pas de souci. Ok, j'ai une question qui va être la dernière parce que sinon ça va durer un petit peu trop de temps. Pourquoi est-ce que parfois ça ne marche pas, à ton avis, les infiltrations? Alors, ça ne marche pas parce que ça, je le dis souvent à mes patients, la médecine n'étant pas une science exacte, ben, des fois ça rate. Il y avait une étude, quand j'étais interne, je l'avais lu, on avait fait ça ensemble. On avait fait infiltration, c'était une étude sur les infiltrations guidées ou pas éco-guidées dans l'épaule. Et finalement, c'était pas beaucoup plus efficace de faire une infiltration éco-guidée que juste un repérage parce que le produit diffuse. Après, il y a sûrement des gens qui sont pas réceptifs à la cortisone et pour lesquels ça ne marche moins bien. Et puis, tout simplement, des fois, l'indication n'est pas la bonne. Ok, Ludovic, en fait, le problème ne vient pas uniquement de l'inflammation, mais il y a d'autres éléments qui participent. Et comme les corticoïdes sont essentiellement des anti-inflammatoires, qui sont non liés à l'inflammation, persistent après l'infiltration. Tu m'entends, c'est ça? À qui tu parles, Geoffroy? À toi, Benjamin. Ah ben non, je t'ai pas entendu alors. Alors, je demandais si tu penses qu'en fait, la douleur est multifactorielle et notamment pas forcément inflammatoire. Et comme les corticoïdes ont surtout un effet sur l'inflammation, lorsque la douleur est d'autre origine, c'est peut-être pour ça que les Bah, corticoïdes ne fonctionnent pas. oui, tout à fait. De toute façon, il y a trois grands types de douleurs, hein. La douleur mécanique, douleur inflammatoire, douleur neuropathique. Et on peut très bien avoir un mix de ces trois composantes. On sait très bien que les opiacés n'agissent pas du tout sur les douleurs neuropathiques, ni trop sur les douleurs inflammatoires et inversement. Donc, effectivement, la douleur étant complexe, il faut souvent associer différents traitements antalgiques pour arriver à un bon résultat. une petite précision par rapport à des remarques qui ont été faites. L'infiltration ne sert pas à masquer la douleur pour permettre d'aller plus fort en rééducation. L'infiltration traite une douleur qui ne peut pas être traitée autrement. Pour moi, c'est un vrai traitement, en fait, l'infiltration, hein. C'est pas un cache-misère. Tout C'est à pas fait. un cache-misère, exactement. C'est pas un cache-misère. C'est-à-dire que quand on l'utilise, déjà, il faut deux paramètres. Il faut qu'elle soit bien réalisée techniquement et que l'indication soit bonne. S'il n'y a pas ces deux paramètres-là, ben, il y a parfois des échecs. Et l'indication, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'inflammation. Alors, quand ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que, effectivement, comme le disait Geoffroy, même si sur une échographie, on voit une bursite, c'est peut-être pas le problème du patient. C'est peut-être pas l'origine de la douleur du patient. Et comme l'infiltration, c'est de la cortisone et que ce n'est pas anodin, ben, il faut bien se poser la question de est-ce qu'on y va ou pas. Et en tous les cas, quand on fait une infiltration, normalement, c'est qu'on ne peut pas faire de la kinésithérapie. Voilà, c'est pas possible, c'est que c'est trop inflammatoire. Dans mon expérience, je faisais beaucoup infiltrer les patients en sous-acromial il y a quelques années. Je ne les fais quasiment plus infiltrer pour des bursites simples. Probablement parce que je fais faire beaucoup plus d'exercices actifs à mes patients et que les patients qui toléraient mal la thérapie manuelle tolèrent bien plus les exercices actifs lorsqu'ils ont des bursites simples.
Les deux grandes indications des infiltrations dans ma pratique, c'est la capsulite dont on ne parle pas ce soir, ce sera une autre masterclass, et les tendinopathies calcifiantes qui provoquent un épisode hyperalgique. Donc, on est vraiment dans ce que vient de décrire Benjamin. J'ai une question pour Ludovic et pour Benjamin, avant qu'on passe au topo suivant. Si un patient vient vous voir, quel est le délai minimum de traitement, médical, etc., minimum, hein, avant de faire une infiltration? Moi, j'avais la notion qu'il faut attendre au moins 3 mois de douleur. Et on voit très souvent, alors peut-être parce qu'on est à Paris et que les gens, que c'est facile, des gars qui viennent, ils disent voilà, j'ai mal depuis une semaine, j'ai été infiltré par le rhumato la semaine dernière. Donc 5 jours après une douleur de l'épaule, ils sont infiltrés. C'est très fréquent dans ma pratique, j'en vois pas mal. Donc est-ce que mais ça, ils y vont, c'est parce qu'on les envoie chez le rhumato. Enfin, les gens, ils font ce qu'on leur dit. Hein. C'est pas eux qui vont forcément voir rhumato. Donc, qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce que vous recommandez en termes de délai entre le début des symptômes, même s'ils sont violents, on va dire, hein, et quelle que soit la pathologie, et la première infiltration? Je commence à répondre et tu réponds après, Ludovic. Pas de souci. Ben, ce qui me donnerait envie de faire une infiltration à un patient, c'est pas d'abord le délai. Moi, je pense que c'est vraiment son niveau de douleur. Je dirais ça en premier, quand même. Un patient qui a une impotence forte et une résistance au traitement antalgique classique, voire palier 1, voire palier 2. Hein. S'il vient, ça fait une semaine qu'il est sous tramadol, qu'il ne dort pas la nuit, des anti-inflammatoires, ça ne marche pas. Je ne vais pas le laisser 1 mois comme ça avoir mal. Alors, oui, je vais pas le patient, il me voit en premier, il a mal depuis 3 jours, c'est évident que je ne vais pas l'infiltrer. Je vais d'abord lui mettre des traitements parentalgiques, on va glacer son épaule. Voilà, je vais faire ça d'abord. Si je vois que ça résiste rapidement et qu'il a toujours très mal au bout d'une semaine, oui, je vais l'infiltrer. Enfin, moi, je ferai comme ça en tout cas. J'attendrai pas forcément d'arriver à la morphine pour que ça résiste à la morphine pour me dire que je vais l'infiltrer. Mais je l'infiltrerai, je ne vais pas non plus le laisser 3 mois à avoir des douleurs insomniantes comme ça. Donc, Il n'y a pas de place pour le traitement anti-inflammatoire par corticothérapie Péros? Alors, non, ça, j'en fais quasiment jamais. La seule indication pour moi à la corticothérapie Péros dans les douleurs, c'est les sciatiques. Alors que ce soit une NCB, une névralgie cervico-brachiale ou une sciatique au membre inférieur. C'est les seuls traitements pour lesquels je mets une grosse dose de corticothérapie. Je fais presque 1 milligramme kilo la première semaine et je décroît après. Mais voilà, sinon. Okay. Je suis entièrement d'accord avec cette posologie et l'indication. Pendant que Ludovic donne sa réponse et se rapproche de l'écran pour répondre, Benjamin, je vais te demander de sortir de ton PowerPoint pour que Geoffroy puisse faire sa présentation et partager son écran. Ludovic, s'il te plaît. Eh ben, moi, je n'ai pas de délai, en fait. C'est surtout une discussion avec le patient. Le mec qui a une calcification qui est en train de se dissoudre, s'il arrive, déjà, j'en ai qui arrivent en pleurs. C'est-à-dire, il a les larmes, il me dit, mais moi, je ne peux pas, je ne dors pas depuis 3 nuits, il n'en peut plus. Je ne vais pas lui dire, on attend 10 jours, pleurez encore un peu. Non, ok, tu as trop mal. Par contre, je t'informe. Il y a des risques, il y a des bénéfices. Tu es ok, tu n'es pas ok. Et puis, il y en a qui arrivent et qui ont une phobie des aiguilles et qui me disent, non, je préfère encore un peu avoir mal. Franchement, j'arriverai à gérer. Ok, donc ça va plus être en fonction du patient et de son ressenti de la douleur. Mais ce n'est pas parce qu'il a mal depuis 2 jours que je me dis non, surtout, je ne l'infiltre pas. S'il a trop mal. Et la deuxième chose, j'ai pas mal de sportifs, c'est s'ils ont des échéances. En fonction de l'échéance, du niveau de compétition, s'il est amateur, s'il est professionnel, je vais voir ce que je fais ou pas. En sachant qu'on ne traitera pas pareil, désolé de le dire, mais quelqu'un qui est sportif professionnel et quelqu'un qui est amateur. Donc, ça va dépendre du niveau de pratique, de l'échéance, du niveau de douleur et de la discussion, de ce qu'il est prêt à faire. Donc, c'est vraiment une discussion avec un patient. Il n'y a pas de consensus pour moi. C'est vraiment un dialogue. Encore une fois, je dialogue avec le patient et je vois de quoi il a besoin dans sa vie de tous les jours. Et est-ce que ça va l'aider? Est-ce que je suis sûr que, voilà, si je lui dis, je vous infiltre, il y a une chance sur 2 que ça ne marche pas, ouais, faut voir. On en discute et peut-être que je la ferai, mais peut-être que je la ferai pas aussi, quoi. Ok, et je finis parce que moi, je trouve que c'est un vrai problème. Même s'il y a eu un déclenchement traumatique aux douleurs, vous n'hésitez pas à infiltrer rapidement. En tout cas, moi qui j'en pratique beaucoup, ça ne me freinerait pas. Okay. Mais après, c'est vraiment une évaluation au cas par cas. Ouais. Par contre, un traumatisme, si tu penses qu'il y a un risque osseux, une fissure, quelque chose comme ça, je ne vais jamais infiltrer sans imagerie, par exemple. Pareil.
Personnellement, sur du traumatique, je ne suis pas favorable aux infiltrations. Alors, j'en vois beaucoup de patients se faire infiltrer dans les conditions dont je vous ai parlé. Mais alors, en traumatique, pour moi, il n'y a pas de place à l'infiltration, hein. Il faut laisser le processus inflammatoire se calmer suite au choc. C'est normal, on a mal. Voilà, il y a des antalgiques péros qui peuvent agir, mais infiltrer en traumatique une épaule, et même le plus gros des traumatismes qui constitue une luxation, je ne vois pas comment on va l'infiltrer et pourquoi on l'infiltrerait. Ou alors, il faut qu'il y ait un épanchement articulaire important, peut-être, mais je ne sais pas. Bon, en tous les cas, c'est des discussions qu'on doit avoir de toutes les façons avec les patients et entre plusieurs professionnels pour essayer de trouver une ligne directrice, parce qu'à l'évidence, il n'y a pas de ligne là-dessus. Et quand même, on voit se dégager quand même de la littérature une tendance à moins d'infiltration et à plus de traitements conservateurs. C'est quand même une tendance là ces dernières années. Donc, je pense que l'infiltration, ça reste un outil de choix et toutes les données le montrent, mais il faut probablement l'utiliser à bon escient et avec parcimonie. Geoffroy, on va te donner la parole parce que tu as un topo et il y a encore plus de 1000 personnes qui sont en train de nous regarder. Je vous remercie beaucoup. J'espère que Et vous mangez, hein, pas comme nous, hein. je vais aller Euh, assez euh, vite pour vous expliquer ouais, mais c'est important. Donc, prends ton temps juste pour nous parler de l'intérêt de la chromioplastie et tout ça, parce que c'est des questions que les kinés se posent. que tout le monde se pose d'ailleurs. Donc, je vais vous parler de la place de la chirurgie dans les tendinopathies non rompues. On est bien d'accord qu'ici, on ne parle pas de lésions de déchirure de la coiffe, mais des gens qui ont des tendons qui sont anormaux. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là la dernière fois, qu'on a classifié au niveau de l'épaule nos tendinopathies en différents types de tendinopathies. La tendinopathie non rompue, dont on parle en fait globalement depuis le début. La rupture partielle, qui peut être liée soit à un conflit avec l'acromion ou la glène parfois, ou à d'autres choses, et puis la tendinopathie calcifiante. Dans quelques semaines, on parlera avec un invité de marque de la tendinopathie rompue totale, de la déchirure de la coiffe de rotateur, mais pour l'instant, on va rester donc dans la coiffe avec, on va dire, peu de lésions. Cette tendinopathie non rompue est souvent physiologique et c'est souvent soit une surutilisation, soit un vieillissement, et on a des patients qui ont des douleurs de l'épaule, ou on va dire des syndromes sous-acromiaux au niveau de cette épaule, et il y a des gens qui ont proposé pour ça d'aller jusqu'à la chirurgie. Ça correspond à quoi? Alors nous, on ne perd jamais quelqu'un sans une imagerie. C'est un patient qui a un tendon qui est continu, mais qui est remanié, avec à l'IRM des signaux montrant que les choses ne vont pas bien, et qui a eu un traitement médical selon les critères définis par Ludovic. Il a eu des infiltrations selon les critères définis par Benjamin, avec une bonne prise en charge par Frédéric. Et malgré ça, il continue à avoir mal. Et chez ces gens qui ont mal, la question qu'on se pose, car ils sont fréquents, c'est est-ce qu'il faut faire une acromioplastie? Alors, pourquoi on se pose cette question? C'est à cause de l'histoire. Vous voyez, il y a maintenant plus de 50 ans, il y a un gars qui est assez connu dans la chirurgie de l'épaule qui s'appelle Charles Neer, qui a dit qu'en fait, lorsqu'on avait une épaule, et je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça, eh bien, il peut y avoir une compression de la coiffe des rotateurs sous l'acromion, et c'est ce qu'on appelle la théorie extrinsèque de la tendinopathie, en disant qu'en fait, entre la tête de l'humérus et l'acromion, il y a une pauvre structure mal vascularisée qui s'appelle le tendon. Elle est coincée, et ça, c'est responsable de douleur. Ça, c'était dans les années 70, et dans les années 90, il y a aussi une star de la chirurgie de l'épaule, qui est un bon Italien bien costaud qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Bigliani, qui travaille toujours, et qui lui a dit, regardez vos acromions, ils sont crochus, et donc ils vont rentrer dans le tendon, ils vont le déchirer, ou en tout cas, ils vont favoriser sa dégénération, et ça faisait entre les deux, vous voyez, 20 ans qu'on pensait qu'il y avait une compression à ce niveau-là. Et puis on peut se dire, bon, ça, c'est des visions anciennes, mais vous avez les Suisses qui, les 10 dernières années, ont dit mais non, en fait, vous avez un deltoïde qui est inséré sous la tête de l'humérus et qui va comprimer le tendon sous l'acromion, et donc ça frotte, et c'est responsable de douleur, et donc probablement, il y a un rôle de l'acromion là-dedans. Quand on voit des imageries, on se dit, c'est vrai, à gauche, là, on a une belle radio avec une espèce de gros doigt qui a l'air de s'enfoncer au-dessus de la tête de l'humérus. Et parfois, on a des IRM comme celle-ci, avec un bel épanchement dans l'espace sous-acromial, un tendon qui a l'air remanié, et cet aspect comme ça d'acromion qui s'enfonce à l'intérieur. Et c'est tout naturellement que dans les années 90, Hellman a décrit ce qu'on appelle la décompression sous-acromiale. Ça va avec l'arthroscopie, et en fait, c'est très simple. On fait 2 petits trous dans l'épaule, on n'a même pas besoin d'endormir le patient, on fait ça sous anesthésie locale, et on va raboter cet acromion qui est responsable de tout. C'est une opération qui en elle-même va durer un quart d'heure. On va bien sûr enlever toute la bourse, faire une bursectomie, puisqu'on sait que les gens n'aiment pas avoir une bursite. On va aller
augmenter l'espace de glissement dans l'espace sous-acromial. On va couper le ligament acromio-coracoïdien devant pour ouvrir l'arche sous-acromiale. Et puis, en rabotant cet espace, on va créer un espace de glissement et ça va permettre au tendon de mieux glisser, de plus frotter sur la face profonde. Et ainsi, on va avoir une meilleure fonction. Et du coup, on va risque de diminuer ce conflit sous-acromial et faire disparaître le crochet. Donc ça, vous voyez, c'était écrit il y a 30 ans. Et lorsqu'on fait cette opération, c'est vrai que sur les radios, on est impressionné. On se dit, ah, enfin, l'épaule respire et le patient va aller mieux, son tendon va pouvoir reprendre un petit peu de fonction et il va être moins comprimé, il va être libre. Et ça va tout changer. C'est pour ça qu'on parlait aussi de grande libération sous-acromiale. Et ça a été à tel point inscrit dans les idées des médecins, des chirurgiens, des kinés et même des patients, qu'on s'est dit, cette chirurgie, SAD, ça veut dire subacromial decompression, ou acromioplastie tout simplement, et on va pouvoir l'utiliser dans les tendinopathies. Et on s'en est servi dans le traitement des tendinopathies. Ça va être utilisé dans le conflit sous-acromial, c'est-à-dire que le tendon est bien, mais le gars, quand il lève le bras, il a mal, et ça va marcher puisqu'on va raboter l'acromion. Et puis, on va dire que ça va marcher aussi dans la prévention des lésions de la coiffe. Chez les gens qui ont des tendinopathies, si on fait ça, ça va éviter que ça continue à frotter, à dégénérer. Il y a d'autres indications qui ont été retenues. L'amélioration de la cicatrisation de la coiffe lorsqu'elles sont réparées, mais ça, ce n'est pas pendant quelques semaines. Et il y a même des gens qui pensent que ça va favoriser la cicatrisation en empêchant que ça se redéchire. Moi, je trouve en tant que chirurgien que lorsqu'on fait ça, en tout cas, on voit beaucoup mieux parce qu'on fait de l'espace et ça, c'est un élément important. Et donc, on voit mieux quand on opère. Alors, en fait, c'est assez facile. Ce n'est pas un truc qui est nouveau. Ça date de plus de 50 ans. Donc, il y a eu des tonnes et des tonnes de publications. Et autant en chirurgie orthopédique, qui est une chirurgie qui n'est pas très scientifique, parfois, on a du mal à répondre. Autant là, c'est simple. On va voir la Cochrane Library, qui est la structure qui est la plus efficace pour donner une réponse, parce qu'ils ont une méthodologie qui est incroyable. Et là, on a des publications qui datent de l'année dernière, vous voyez, donc on ne peut pas dire que c'est ancien, qui ont montré qu'à 1 an, 2 ans, 5 ans, de 10 ans de suivi, lorsqu'on faisait cette opération versus rien du tout, il n'y avait pas de différence. Donc ça, c'est un élément fondamental pour dire qu'il n'y a pas d'indication dans la tendinopathie non rompue à faire une acromioplastie isolée. Et il y a même des études, ça c'est la force de nos amis suédois, qui à 10 ans ont montré qu'entre raboter un acromion dans la tendinopathie non rompue, je le répète, ou faire de la kiné, à 10 ans, alors il n'y a pas eu 10 ans de kiné, mais les patients vont mieux probablement parce qu'ils n'ont pas des complications liées à la chirurgie. C'est des petits nombres, mais en tout cas, c'était retenu. Donc, y a-t-il aujourd'hui une indication à raboter l'acromion pour permettre à la tendinopathie de guérir? La réponse, elle est claire. Il ne faut pas se poser la question. La réponse, elle est non, il n'y a pas d'intérêt à faire une acromioplastie. Donc, toutes ces anciennes indications qu'on avait, traiter la tendinopathie non rompue, encore une fois, traiter le conflit sous-acromial qui probablement n'existe plus du tout, et prévenir la survenue de lésions de la coiffe, il n'y a pas d'indication. Pour le reste, on aura la réponse dans quelques semaines. Dans les tendinopathies avec une rupture partielle, alors on est limite dans l'indication du jour. On avait défini qu'il y avait des tendinopathies dans le tendon, des tendinopathies au-dessus du tendon et sous le tendon. Je crois que le message qu'il faut retenir ici, comme ça relève de la haute spécialité, il est assez clair. Lorsqu'on a une lésion dans le tendon, nous, on ne peut rien faire parce qu'on ne va pas ouvrir tout le tendon pour le réparer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Il y a eu des études sur les corticoïdes, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont injecté des PRP dans la zone là, pour essayer de faire cicatriser, notamment l'équipe de Lyon a fait ça, l'équipe genevoise a fait ça. Ça ne marche pas. Dans ces lésions-là, il n'y a pas de place pour un traitement chirurgical et les infiltrations ne marchent pas non plus. Et c'est le temps qui va permettre que les choses s'améliorent ou peut-être qu'on va attendre que ça s'aggrave pour aller les opérer. Dans les lésions de la phase superficielle ou dans les lésions de la phase profonde, le traitement est médical avec de la rééducation, avec des infiltrations pour traiter les symptômes. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont ces lésions et qui ne sont pas gênés. Et si jamais l'échec du traitement médical apparaît, et si la lésion fait plus de 50%, dans ce cas-là, on va totaliser la lésion, on va enlever ce qui reste, qui est assez malade, et on va faire une réparation classique de la coiffe des rotateurs. Si on a des lésions qui font 50% et qui sont asymptomatiques, bien sûr, on ne va pas les opérer. Lorsque le tendon est toujours attaché, et même s'il y a une lésion qui est importante, il n'y a pas d'indication à aller réparer la coiffe des rotateurs lorsqu'on a une lésion partielle asymptomatique. Concernant les tendinopathies rompues, on en parlera encore une fois bientôt. Et puis, on va parler rapidement des tendinopathies calcifiantes. Il existe 3 stades de tendinopathie, Benjamin vous l'a dit, soit une grosse boule, soit des petites boules, soit une tendinopathie diffuse. Et là, il faut repartir sur les travaux de la Société française d'arthroscopie qui pense qu'il y a différents traitements pour ces différentes pathologies. Lorsqu'on a un échec du traitement médical et lorsqu'on est contraint et forcé,
on va faire une évacuation chirurgicale si jamais on n'y arrive pas avec une aiguille, dans les 2 premiers stades. Dans le dernier stade, c'est peut-être une des dernières indications à aller faire une bursectomie et aller nettoyer un peu l'épaule pour améliorer les choses. Cette indication chirurgicale, elle est certaine, je pense, dans les atteintes très douloureuses, mais moins on opère les calcifications, mieux les gens se portent, car en fait, le tendon est malade. Et vouloir guérir ça avec la chirurgie, c'est difficile. Ici, vous avez une vue de l'épaule avec une calcification dans le tendon. Vous voyez que avec une petite caméra, on cherche l'endroit où se trouve la calcification. Et on va aller, ce que fait Benjamin avec son aiguille, ou je pense que Ludovic le fait aussi, essayer d'enlever cette calcification. Lorsqu'il n'a pas réussi, eh bien, sous arthroscopie, on fait un petit trou, on repère la calcification, et puis on va aller la retirer. Alors c'est vrai que c'est une chirurgie qui, lorsqu'on la fait, est très satisfaisante, puisque vous allez voir que lorsqu'on va mettre à l'intérieur de l'épaule soit un petit moteur, soit on va mettre comme ici une curette, on va enlever une quantité monstrueuse de calcification. Vous voyez, cette calcification, en fait, c'est comme de la craie mouillée. C'est une espèce de structure qui prend tout l'espace dans le tendon. Et l'opération va consister simplement à enlever toute cette craie à l'intérieur de l'épaule. Donc on comprend bien qu'il y a un énorme corps étranger qui peut faire mal parce qu'il est trop volumineux ou parce qu'il libère des substances toxiques dans l'épaule. Mais lorsqu'on va enlever cette calcification, on va se retrouver avec un trou dans le tendon. Et les suites sont assez compliqué, voire très compliqué. Il ne faut pas réparer le tendon, ça a été bien montré par des études de la SFA, ça ne sert à rien et ça peut même augmenter les douleurs. Il faut laisser ouvert pour que ça continue à s'évacuer après. On évacue parfois des quantités extrêmement importantes, c'est une vraie maladie du tendon et ce tendon va rester en souffrance après l'opération. Lorsqu'on a des patients qui ont des tendinopathies extrêmement douloureuses, très récentes, avec une calcification molle, je pense que si on n'y arrive pas avec une piqûre, en effet, la chirurgie marche. Mais c'est une chirurgie qui n'est pas gagnante. Dans mon expérience, les suites sont longues, compliquées, et les quelques malades qu'on a avec Frédéric, qui m'envoient ou que je lui envoie après, sont toujours les mêmes. Les patients sont très douloureux, on les opère, on enlève la calcification. 3 semaines après, ils sont ravis, ils dorment. Mais 3 mois, 6 mois, 1 an après, ils restent toujours douloureux. Et je pense qu'il y a des problèmes de cicatrisation. Ces tendinopathies sont pourvoyeuses de calcification. Les études de François Cirvaux, de Nancy, un voisin de Ludovic, ont bien montré que lorsqu'on les opérait, on avait un taux de capsulite post-opératoire qui est quasiment le plus important de toutes les capsulites post-opératoires qu'on peut avoir. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ce n'est pas une chirurgie gagnante. On n'y va que vraiment si le patient n'en peut plus, ça fait des mois qu'il a mal et tout a été un échec. Et dans ce cas-là, on enlève la calcification, mais une fois sur 2, les suites sont un petit peu compliquées. Alors, je dirais pour la chirurgie. La chirurgie, c'est fait pour réparer des lésions. La tendinopathie chronique non rompue, ce n'est pas une lésion et donc il n'y a pas de place pour la chirurgie s'il n'y a pas de lésion. Nous, c'est réparer des tendons. Le reste, on le fait plus ou moins bien, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut garder l'esprit. Ce qui fait que le tendon va aller bien, c'est sa mise en charge et parfois une infiltration. C'est ce qu'on en a parlé juste avant, donc sa biomécanique, mais pas le fait de le raboter. Il y a donc très très peu d'indications à la chromioplastie isolée. La vraie tendinopathie par compression de l'acromion, en 10 ans de chirurgie de l'épaule, j'en ai fait 2, et c'était des jeunes femmes de 25 ans qui avaient une vraie malformation de l'acromion. Ça existe, c'est exceptionnel. Il ne doit pas y en avoir pratiquement réalisé lorsque le tendon est continu. Lorsqu'on est amené à réparer les lésions partielles, c'est surtout parce qu'elles s'aggravent, parce qu'elles se totalisent. Lorsqu'elles ne sont pas totalement rompues, il n'y a pas forcément d'obligation. Si elles restent très douloureuses malgré le traitement médical, dans ce cas-là, on va vers la chirurgie. Et pour les calcifications, essayez au maximum le traitement médical. Les patients souffrent beaucoup, c'est vrai, mais la chirurgie est peu gagnante. Il faut vraiment y aller que si on est condamné, parce que parfois les suites sont très décevantes et les patients mettent beaucoup d'espoir et croient souvent que la chirurgie c'est magique, mais dans les calcifications, ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Super, Geoffroy. Merci beaucoup pour ce topo. Vraiment un super récapitulatif sur la place de la chirurgie dans les tendinopathies et un focus sur les tendinopathies calcifiantes. C'est vraiment toujours très agréable d'entendre ton discours qui est à la fois un discours basé sur les données de la littérature, mais aussi de ton expérience et une expérience objective, capable de dire qu'effectivement, lorsqu'on opère des calcifications, en fait, c'est vrai que les patients sont contents derrière parce qu'on leur a mis un anesthésique dans l'épaule, parce qu'ils ont un bloc scalénique et qu'ils ne sentent plus rien. Sauf qu'une fois que tout ça est passé, on a des douleurs qui reviennent, qui sont lancinantes et parfois des douleurs encore plus violentes que sont les capsulites. Juste une autre question. On les renvoie à Benjamin ou Ludovic pour qu'ils les infiltrent, etc. Exactement. Ils n'ont plus leur calcification, ils n'ont plus de calcification, mais ils ont toujours mal. C'est ça. Alors après, quand on les a en rééducation, il faut bien savoir ça, les kinés là, qui sont encore là.
vous avez, après une chirurgie de calcification, un patient entre les mains, vous êtes très content, il va bien, surveillez sa rotation externe, surveillez sa douleur. Si vous voyez que les douleurs s'amplifient d'une semaine sur l'autre, qu'il perd de la mobilité, vous n'attendez pas 2 mois, vous l'envoyez vers le médecin, vers le chirurgien pour qu'il bénéficie d'une infiltration, cette fois-ci intra-articulaire pour calmer la capsulite. Juste une précision, Geoffroy, qu'on comprenne bien. Quand tu opères une rupture partielle, hein, c'est une tendinopathie, mais c'est une rupture partielle, parce que le tendon n'est pas encore complètement rompu, parce que la personne est douloureuse, qu'il y a un échec, etc., et que tu répares le tendon, on est bien d'accord que tu finis de rompre le tendon pour pouvoir le raccrocher. Tu ne répares pas un tendon qui est à moitié rompu. Alors, en fait, ça, c'est pareil, c'est basé sur l'expérience. Lorsque le tendon est à moitié rompu et qu'il n'est pas symptomatique, ce n'est pas la peine. En fait, pourquoi est-ce qu'on opère des… Ludovic l'a dit, la grande majorité des ruptures de la coiffe sont asymptomatiques. On opère, nous, les tendons pour les refixer, pour éviter qu'ils dégénèrent. D'accord? Parce que s'ils sont rompus, ils vont évoluer vers une rétraction, une dégénérescence. Pardon. Si le tendon est toujours attaché, il n'y a aucune preuve scientifique que ça va évoluer vers une rétraction, puisque le tendon est toujours attaché. Donc, l'argument que je qualifie d'irréfutable de prévenir la dégradation de la coiffe dans la rupture partielle, on ne peut pas le retenir, puisqu'en fait, le tendon est toujours attaché, donc il n'y a aucune raison que ça évolue vers une infiltration graisseuse, etc. Donc, il n'y a pas d'indication à réparer chez un patient jeune une rupture partielle s'il n'est pas symptomatique ou peu symptomatique, puisqu'en fait, il n'y a pas de risque de dégradation de l'épaule avec le temps. Lorsque la rupture partielle est douloureuse et qu'on n'arrive pas à le calmer, dans ce cas-là, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Si c'est une rupture qui fait plus de 50%, des gens proposent des réparations partielles. Moi, j'en ai fait quelques-unes. C'est mon expérience. On rapporte tous ici la littérature et son expérience. Je trouve que les suites sont beaucoup plus compliquées quand on fait une réparation partielle que lorsqu'on fait une réparation totale. Donc, entre mes mains, je totalise la réparation et je vais tout réparer. Parfois, il y en a qui proposent de réparer partiellement. C'est ce qu'on appelle les pasta-lésions. C'est un truc très joli où on répare la face profonde, etc. C'est très, très difficile. Il faut que votre chirurgien soit un as. Moi, j'y arrive pas. Je trouve ça trop compliqué, mais si vous avez un gars qui est extrêmement doué, il va y arriver avec des bons résultats. Et je pense que si jamais la lésion fait plus de 50%, ça veut dire qu'il reste un petit peu de tendon qui est probablement un peu fragilisé. Il est raisonnable, surtout dans les lésions superficielles, de tout réparer. Réparer une face profonde de coiffe, c'est très difficile. Et dans ce cas-là, de la même manière, il y a beaucoup de chirurgiens qui vont totaliser. Ce sont des lésions qui sont généralement facilement réparables puisque le tendon il est de bonne qualité. C'est une rupture qui est distale, donc en fait, on n'a pas besoin de tirer dessus et ça marche très bien et c'est plus facile à faire que d'aller faire une réparation complexe. Très bien. Donc, totaliser, ça veut dire que tu finis de rompre. Comme ça, comme c'est toi-même qui a coupé, donc c'est bien coupé. Voilà. Tu vas raccrocher, tu vas rattraper ton tendon et tu vas faire comme s'il y avait une rupture complète, en fait, et que tu raccroches sous les mêmes modalités avec ton footprint, avec tes doubles rangs. Donc, ça, c'est très bien. On a bien compris ces questions. Je crois qu'il n'y avait pas trop de questions sur ces topos-là, mais ça montre quand même qu'il y a des places de la chirurgie. Il ne faut pas évacuer complètement la chirurgie. Et vous voyez, même Geoffroy dit que ce n'est pas extraordinaire, mais il peut y avoir quand même des indications. Lorsque les gens sont en bout de course, qui n'en peuvent plus, bien sûr que ce n'est pas du 80%, mais on en guérit à peu près 50%. Et puis peut-être qu'on participe malgré tout. Parce que là, on parle de gens qui ont mal depuis 3 mois, mais il y a des gens, ça fait 3 ans qu'ils ont des tendinopathies calcifiantes et qui souffrent et qui retournent chez le kiné régulièrement. Ok, très bien. Eh bien, on arrive un petit peu à moins de 1000 participants. Donc, on va terminer cette masterclass et je vous remercie beaucoup d'avoir été là encore nombreux. Je suis content que ces masterclass qu'on a mis en place avec Geoffroy et ces conférences en Facebook Live, etc., ont tellement de retours de votre part positifs qu'il y a plein de gens qui s'y mettent et qui font aussi des masterclass sur l'épaule, des webinars sur l'épaule. Plus on est nombreux et plus les patients seront bien soignés. Donc, nous, on est très satisfaits de cela. Si on arrive à être moteur de cela, on en est vraiment satisfait avec Geoffroy. C'est l'objectif de partage qu'on a depuis le début. Je remercie énormément Ludovic Schneider d'être venu, d'avoir fait son topo vraiment très intéressant sur la remise en contrainte du tendon. Et puis Benjamin Berthéas de nous avoir bien expliqué l'importance et les indications des infiltrations à la façon dont il les réalisait. Avec Geoffroy, on vous fera une masterclass épisode 3. On aura un invité qui sera le docteur Godnesh. C'est quand même pas n'importe qui. C'est l'équipe lyonnaise.
On a décidé avec Geoffroy de réunir donc deux visions, on va dire, un peu différentes de la prise en charge des ruptures de coiffe. Donc, on va passer au stade d'après. Le tendon est rompu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en traitement conservateur? Et qu'est-ce qu'on fait en chirurgie? Et qu'est-ce qu'on fait après la chirurgie? Et les Lyonnais qui sont encore là peut-être parmi nous, vous savez bien qu'il y a des protocoles de rééducation qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Et je sais que parfois, certains kinésithérapeutes peuvent être parfois un peu aigris de la façon dont on leur donne une absence de rééducation après des réparations de coiffe. Donc là, on va avoir un calibre lyonnais. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le docteur Godnech avec qui on a déjà fait des conférences. On aura vraiment un intérêt à l'écouter. C'est quelqu'un de vraiment très intéressant et j'espère que ce topo vous satisfera. Et puis, les Lyonnais seront en masse parce qu'en fait, Geoffroy, il se cache bien derrière son visage parisien. Mais c'est un Lyonnais en réalité. Hein, il ne le dit pas, mais c'est un Lyonnais, mais qui est passé du bon côté des Lyonnais, c'est-à-dire ceux qui prescrivent la rééducation. Bon, je vous remercie tout le monde. À très bientôt. Et puis, Bonne année quand même. bonne année à tous. Bah oui, oh là là, je vous avais dit bonne fête de fin d'année à la précédente masterclass. Bonne année à toutes et à tous. Faites attention, le Covid, on avait dit ça en fin d'année, je pensais que ça allait se calmer, puis là, ça ne se calme pas. Soyez prudents toujours. On continue à communiquer ensemble sur la page Facebook, sur le site Internet, sur la chaîne YouTube pour vous donner toujours plus d'informations pour que vos patients soient pris en charge du mieux possible. À très bientôt. Bonne soirée tout le monde et bonne fin de semaine. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.